bonjour à ceux qui n'étaient pas là, à ceux qui étaient là ce matin et bonjour à ceux qui n'y étaient pas. Donc ce matin, nous avons eu une première table ronde sur ce que peut faire l'école, comment créer ou insuffler la citoyenneté européenne à l'école. Puis nous sommes montés d'un cran, c'est-à-dire après l'école. J'irai à cette formation tout au long de la vie. Et là, on monte encore d'un cran, puisque après les médias, après les maisons de l'Europe, après les jumelages, nous passons aux institutions. Alors, dans les institutions, il y a évidemment en France l'Assemblée nationale, donc représentée ici par Jean-Charles Larsonneur, député du Finistère, donc, que vous connaissez sûrement mieux que moi. Qui donc appartient à la Commission défense, à l'Assemblée nationale, et vous avez fait aussi le collège de Bruges, ce qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, l'équivalent de l'ENA pour l'Union européenne, et qui forme la plupart des hauts fonctionnaires européens, mais manifestement vous avez choisi de la France. François-Xavier Roud Demar. Vous êtes vice-président chargé de l'Université européenne et de la vie étudiante. Vous nous expliquerez un petit peu ce que c'est. Voilà. Tout frais arrivé du Caire, où il faisait sûrement beaucoup plus chaud qu'ici. Voilà. Merci beaucoup. Et Lisa Crinon, que l'on voit de Hambourg, qui est en charge du Centre d'information Europe de Hambourg. Je crois que le maire de la ville avec laquelle Guy Pavas est jumelé ne pouvait pas venir, donc vous allez le représenter aussi, puisque les collectivités locales sont importantes. On en a beaucoup parlé ce matin sur ce sentiment, sur la capacité de transmettre ce sentiment ou non d'appartenance à l'Union européenne, et puis qui va arriver, en tout cas pas par train parce que ça elle n'a pas pu, mais Mara Grimminger, qui est vice-présidente des Jeunes Européens fédéralistes, qui sera là en visioconférence dans quelques secondes. Bien ça. On l'attend. Bon. Je pense que nous allons commencer par Lisa Crinon, à Hambourg. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire émerger, à moins qu'elle ne soit déjà extrêmement émergente, cette citoyenneté européenne autour de vous? Et que fait éventuellement le maire de Bars-Butel, c'est comme ça qu'on dit, pour essayer d'insuffler ce sentiment d'appartenance? Alors, je précise que comme au Parlement européen, c'est 5 minutes. Je vais mettre mon chronomètre, comme ce matin. 5 minutes, et puis ensuite nous débattrons tous ensemble, entre vous et avec la salle. Très bien, je vous remercie de votre question et puis surtout de votre invitation. Donc, comme vous l'avez justement dit, moi je gère le InfoPoint Europa, Europe Direct de Hambourg. Nous sommes donc un centre d'information, mais aussi beaucoup plus. Nous organisons des événements. Nous allons dans les écoles, dans différentes institutions formatrices et éducatrices pour informer sur ce que fait l'Union européenne et l'Europe et surtout ce que c'est. Voilà, nous adaptons aussi nos formats et nos méthodes, bien entendu, à nos publics. Mais pour répondre à votre question, je pense que donc le sentiment d'identité et d'appartenance à l'Union européenne est bien sûr au cœur de nos préoccupations et notre travail quotidien est donc de répondre à cette question: comment
comment faire émerger et garder ce sentiment d'appartenance chez les Hambourgeois et les Hambourgeoises. Alors pour ce, nous avons plusieurs instruments. Nous avons d'abord bien sûr le centre d'information en tant que tel, dont vous voyez l'entrée sur cet écran également, où les Hambourgeois et les Hambourgeoises peuvent venir pour se renseigner avec toutes leurs questions au sujet de l'Europe et de l'Union européenne. Quels sont les commissaires européens en mandat aujourd'hui? Est-ce que mon permis de conduire est valable également en Suède? Je pars pour 3 mois à Majorque, qu'est-ce qu'il faut que je sache, etc., etc. Donc quand même un éventail assez large voilà, de thèmes et de questions. Comme je l'ai dit, nous avons aussi un rôle éducatif, donc nous allons dans les écoles et dans les centres de formation pour là aussi informer sur l'Europe et surtout en fait faire naître un petit peu ce sentiment de nous sommes tous européens. La vraie question, je crois, en tout cas celle à laquelle nous essayons de répondre dans notre travail quotidien à Hambourg, c'est qu'est-ce que fait l'Europe pour moi? Et donc notre challenge, puisque en tant que centre d'information, nous nous adressons à toutes les catégories de personnes vivant à Hambourg. Donc c'est un challenge, un défi particulièrement admirable, je trouve. Il nous faut donc adapter nos méthodes et nos formats en conséquence. Et je pense que à l'heure d'aujourd'hui et après la conférence sur l'avenir de l'Europe, on ne peut plus organiser seulement des discussions frontales, notamment avec les jeunes, pour leur inculquer ce qu'est l'Europe. Nous avons vraiment, depuis quelques années, remarqué qu'il faut vraiment ouvrir nos formats et nos méthodes à l'interaction, mais aussi, bien entendu, aux méthodes digitales, travailler beaucoup avec des multiplicateurs, ce que nous faisons. Donc, par exemple, nous avons créé une série de petites vidéos qui expliquent comment fonctionnent les institutions européennes avec des experts de Hambourg. Voilà. Donc, je voulais surtout mettre un point en fait sur les nouvelles méthodes et formats, certaines qui nous ont été aussi amenées par la conférence sur le futur de l'Europe, et de mettre vraiment la participation au cœur de notre travail. Je pense que c'est très important aujourd'hui de donner aux gens l'impression qu'ils sont écoutés, mais aussi entendus. Donc que ces résultats, que ces souhaits, ces vœux qui ont été exprimés pendant environ 1 an soient pris en compte, retravaillés, et que nous soyons en mesure en fait de donner des réponses aux citoyens qui nous ont donné leurs questions et leurs vœux pendant si longtemps. Voilà, en très peu, je ne sais pas, je vous avoue que vous avez le temps en main. Je ne sais oui, pas combien de temps il me reste encore quelques secondes pour que vous répondiez à une question. Le porche de votre centre est majestueux, a l'air vraiment, c'est juste derrière vous malheureusement, a l'air en bas, oui. A l'air très important. Vous accueillez beaucoup de personnes chaque jour. Est-ce que vous avez des chiffres sur chaque mois, par exemple, chaque année, le nombre de personnes que vous Bien accueillez? entendu. Et alors? Bien entendu, bien entendu. Alors je vous remercie. Je vous remercie pour lui. Oui, en effet, on a un très très bel lieu de travail. Ça c'est vrai. Nous sommes dans les locaux de la Chambre de commerce de Hambourg. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de connaître cette ville magnifique, je vous y invite donc. Et vous nous trouverez très facilement puisque nous sommes de l'autre côté d'un bâtiment très important et également très majestueux à Hambourg, soit la mairie. Donc ça fait partie des très très belles mairies d'Allemagne. Nous sommes dans les locaux de la Chambre de commerce. De l'autre côté, au niveau des chiffres, donc nous avons à peu près par semaine, on va dire 10 à 15 personnes. Ça n'est pas énorme, mais ça reste un bon chiffre de personnes qui viennent directement dans notre centre pour nous poser des questions directes. Les gens à qui nous nous adressons
à travers nos différents formats, ce que j'évoquais à l'instant, c'est bien entendu beaucoup plus. Nous avons une newsletter, d'ailleurs, à travers laquelle le colloque d'aujourd'hui a été annoncée, qui, elle, touche environ 900 personnes à Hambourg et dans la région. Donc, comme la ville de Hambourg est une ville Bundesstadt, ou une Stadtstadt, comme on dit. Voilà, nous nous occupons de la ville d'Hambourg et des alentours. Et donc, cette newsletter atteint beaucoup notamment de multiplicateurs dans les administrations, dans des institutions partenaires et bien sûr dans tous les institutions qui ont un rapport avec l'Europe. Donc, les acteurs européens sur place. Parce que vous évoquiez les chiffres, il y a un chiffre dont je suis très très fière. C'est un petit peu moins de 300 élèves qu'on a touchés dans les premiers 6 mois de cette année avec une coopération avec le consulat, enfin l'Institut français de Hambourg. Donc ça, c'est très important aussi, bien entendu, les partenariats avec les différentes institutions qui touchent de près ou de loin à l'Europe sur place. Et donc, avec le consul français de Hambourg, nous sommes allés dans différentes classes pour parler du travail du consul, mais aussi surtout de la conférence sur le futur de l'Europe, de l'Union européenne en général, etc. Et là, nous avons vraiment atteint un très beau chiffre de presque 300 jeunes qui ont donc pu recevoir cette information. Donc, pour répondre à votre question en un mot, nous, en tant que centre d'information, bien sûr, notre façon de travailler au sentiment d'appartenance, c'est l'information. C'est l'information et la participation. C'est dire aux gens ce que l'Union européenne fait pour eux et leur demander ce qu'eux souhaitent de l'Europe. Quelle est leur vision de l'Europe pour demain? Voilà. Ok, merci. On y reviendra évidemment à travers les questions et le débat. François-Xavier Roudemar, vous êtes vice-président en charge de l'université européenne et de la vie étudiante. Alors d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est que cette université européenne? D'où elle vient? Parce que ça, c'est un peu nouveau comme concept. À micro. Alors, merci pour votre invitation. Et donc, comme ça a été dit, je suis vice-président de l'Université de Bretagne occidentale. Donc, à ce titre et en tant que représentant de cette université que j'interviens. Donc, effectivement, je trouvais intéressant d'évoquer l'Université européenne, puisqu'on est sur une construction plus que récente. Idée évoquée en 2017 par donc le président de la République, Emmanuel Macron, qui a souhaité que les étudiants puissent faire des mobilités, donc aller à l'étranger, ou alors pouvoir recevoir un enseignement en langue étrangère, pour au moins parler deux langues. Et donc il a évoqué cela lors du discours de la Sorbonne en 2017, et ça a été assez rapidement repris par le Conseil européen, qui a demandé aux États membres, et je vous ai repris la formulation, c'est pour ça que j'ai pris mon ordinateur, le Conseil européen a demandé aux États membres, donc je cite, de renforcer dans l'ensemble de l'Union européenne les partenariats stratégiques entre les établissements d'enseignement supérieur et d'encourager l'émergence d'ici 2024 d'une vingtaine d'universités européennes, à savoir des réseaux d'universités au niveau de l'Union européenne, reposant sur une approche par le bas, qui permettront aux étudiants d'obtenir un diplôme en combinant des études dans plusieurs pays de l'Union européenne et qui contribueront à la compétitivité internationale des universités européennes. Donc ici, on voit à travers ces différentes formulations la volonté d'avoir une stratégie qui soit commune en termes de formation, en termes de recherche, la volonté de promouvoir la mobilité des étudiants, de cette idée de campus européen, ou ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs un espace de formation, un espace de recherche au niveau européen, donc dans la même logique finalement des autres espaces qu'on retrouve, économiques, des espaces en matière de justice, etc., et qu'on retrouve finalement en matière de formation, et donc promouvoir finalement ces possibilités-là, et l'ensemble du coup des conséquences que ça peut avoir, notamment sur la thématique d'aujourd'hui, la logique de citoyenneté européenne. Et l'idée a fait son chemin et de façon assez efficace, puisqu'on a plus d'une quarantaine d'universités européennes qui se sont construites. Donc l'idée finalement, c'est que les universités françaises, certaines universités françaises en tout cas, construisent des partenariats avec d'autres universités,
ce qui va être le cas donc, de Brest, qui a construit un partenariat qui s'intitule Sea You, qui est construit autour de la mer. On pourrait y revenir. Alors c'est l'axe d'approche, hein, bon, compte tenu de notre situation géographique, il y avait une certaine évidence. Mais on va au-delà de cela. Ce n'est pas uniquement travailler sur la mer. On va avoir bien sûr un travail sur la citoyenneté européenne. On va avoir tout un travail également sur le développement durable, par exemple. Donc je dirais que l'entrée, le point d'entrée est la mer. Mais au-delà de cela, on va travailler bien sûr sur toutes les disciplines, toutes les formations sont concernées, tous les étudiants sont concernés. Et donc, on a des partenariats avec on a eu des partenariats avec tout d'abord 5 autres membres, c'était une alliance à 6, et on a développé la nouvelle phase CU qui débute dans quelques semaines. Eh bien, on sera 9 partenaires donc, européens. Qui? Alors, bien les Allemands, avec l'université de Kiel, entre autres. Et donc après, pour les partenaires initiaux, la Croatie. Kiel, c'est pas tout à côté de la mer quand même. Kiel, si, c'est en bord de mer. D'accord. Au nord de l'Allemagne et en bord de mer. Pas très loin d'Hambourg. Donc pour le coup, à une heure de train de Hambourg. On a la Croatie avec Split. On a également donc Malte, avec l'université de Malte. Bien sûr, Gdansk, avec la Pologne, et je laisse celui-ci pour la fin dans ces 6 premiers, donc également Cadiz pour l'Espagne, qui est l'université pilote. C'est notre université pilote sur ce premier lancement. Et donc viennent d'être intégrés bien l'université de la Nord University pour la Norvège, donc Bodo également, donc Naples, donc le Portugal et l'Italie. En plus de ses autres partenaires. Donc avec une balance, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une balance qui est voulue, hein, nord-sud, donc pour avoir bien des pays d'Europe du Nord, des pays d'Europe méditerranéenne, qu'on puisse avoir voilà, une représentation de l'ensemble finalement des cultures, l'ensemble bien des citoyens européens. Mais il y avait déjà des partenariats entre universités européennes. Quel est le plus de ce label université européenne par rapport à ça? Effectivement, l'objectif est vraiment on avait les partenariats à travers Erasmus, qui pour le coup ont plus qu'été développés. Là, on est vraiment sur un partenariat qui est beaucoup plus actif sur des thématiques plus précises, hein, sur des travaux plus précis, et également du coup la volonté à travers cela de construire vraiment des projets plus facilités, notamment en termes de formation. L'objectif est de développer des formations communes, c'est-à-dire des diplômes communs, et promouvoir plus facilement à travers nos formations, par exemple des interventions d'enseignants étrangers à Brest. Avec le développement, on pourrait y revenir, notamment de la mobilité, également des enseignants, et ce qu'on va développer, du coup, ce qu'on va développer d'autant plus, la mobilité virtuelle. Donc il y a, vous aurez un label, par exemple, il peut y avoir un master à ce moment-là qui sera labellisé l'Université européenne. Je ne sais pas quel va être le nom de ce groupe, par exemple. Voilà, l'idée c'est ça, effectivement, c'est d'avoir des formations donc, qui sont communes et communes à plusieurs. Pour l'instant, on est plutôt sur des formations bilatérales, ce qui existe, voire des diplômes délocalisés, ce qu'on va appeler des diplômes délocalisés. Donc qui sont en fait une université par exemple française qui développe un diplôme à l'étranger et qui en fait les enseignements se déroulent à l'étranger, mais c'est plutôt pour les étudiants donc de l'université étrangère, mais qui reçoivent un diplôme du coup de l'université française. Là c'est vraiment un partenariat avec un diplôme qui soit commun. Les étudiants qui suivent la formation, qu'ils soient espagnols, français, allemands ou autres, recevront le même diplôme. Et donc c'est ça qui est en train de se construire. C'était pas si évident, si facile, notamment en termes de reconnaissance des diplômes. On n'a pas forcément les mêmes fonctionnements. Donc on est censé être tous sur la LMD, donc licence, master, doctorat. Mais voilà, on n'a pas forcément les mêmes fonctionnements, les mêmes mécanismes de crédit et autres. Donc il y a tout un enjeu et du coup ça doit faciliter ce travail-là, d'autant plus qu'il y a une confiance qui s'instaure, il y a une volonté de travailler qui s'instaure. Donc on doit être bien sûr sur une plus grande efficacité. Les échanges se font en quelle langue? On est plutôt... alors ça dépend. On est plutôt sur l'anglais, hein, pour tout ce qui est réunion donc publique et tout ce qui est réunion
principalement, on est sur l'anglais. Maintenant, si la question est est-ce que le français garde une certaine autonomie, on va dire que dans les échanges, le français peut être utilisé. Beaucoup de nos partenaires, je pense notamment aux collègues espagnols, aux collègues allemands, beaucoup de partenaires parlent aussi français. On a aussi cette chance. Alors on va y revenir là également, parce qu'on a plein de questions à vous poser. Jean-Charles Larsonner, alors vous êtes député. Alors d'abord, pourquoi avez-vous choisi d'être député de l'Assemblée nationale et pourquoi pas député européen? D'abord, merci au Cercle Europe de son invitation. Merci à Emmanuel Morucci pour l'invitation ici à Brest. Merci, chère Véronique, d'animer cette table ronde. Et merci aussi aux partenaires allemands qui sont présents ici de leur venue. Et merci à tous de votre intérêt pour l'Europe. Bon. Alors, vous entamez effectivement la question par une question un peu à la fois personnelle et politique. On ne choisit pas toujours tout. Alors, vous avez raison. Vous avez cité en introduction le fait que j'avais un parcours plutôt européen en commençant d'abord mes études et ensuite mon parcours professionnel, puisque j'étais aussi diplomate ensuite, et notamment à la direction de l'Union européenne du Quai d'Orsay. Donc tout m'aurait amené plutôt vers le Parlement européen. D'ailleurs, si j'avais dû répondre à la question il y a 20 ans, je vous aurais dit je veux faire député européen. Et après, bon, les circonstances font que, en l'occurrence en 2016-2017, quand je me suis lancé en politique, et que un président de la République, enfin alors candidat très européen, Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs une des raisons qui m'avait amené vers lui, faisait campagne. Dans la foulée, je me suis présenté aux élections législatives et qu'elles étaient françaises et non pas européennes. C'est très simple. Voilà. Non, alors, peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit jusqu'ici, vous dire en quelques minutes, puisque c'est l'exercice, qu'on vit, nous autres parlementaires, dans une forme de paradoxe, au fond, un peu tout le temps, qui est que l'Europe est à la fois partout et nulle part. Je m'explique. Partout parce qu'il n'y a pas un seul projet qui concerne un financement d'entreprise, un financement de collectivité, un sujet structurant sur les transports et la région, sur les universités, sur le portuaire, que sais-je, qui ne soit pas européen. Donc l'Europe est partout. Et chaque semaine, il n'y a pas de semaine ou de jour même sans que se passe un sujet directement connecté à des enjeux bruxellois. Et d'un autre côté, sur le plan institutionnel, même si l'article 12 du traité de Lisbonne consacre le rôle des parlements nationaux dans la fabrique ou l'élaboration des politiques européennes, finalement les choses se font un petit peu en silo. C'est-à-dire que il y a des sortes de forces un peu centripètes comme ça qui font que le Parlement européen, français, l'Assemblée nationale ou le Sénat travaillent un peu en vase clos, qu'il est assez compliqué d'obtenir des informations de la part de Bruxelles sur des préparations de directives, de règlements, et que finalement ça ne se fait pas naturellement. Il faut vraiment aller chercher les choses. Si je reprends l'article 12 du traité de Lisbonne, il est bien écrit que les parlements nationaux contribuent à l'élaboration des politiques publiques européennes, et que donc une information doit se faire de manière régulière de la part de la Commission ou du Conseil vers les parlements nationaux. En pratique, ça ne se fait pas trop. Il faut aller vraiment chercher l'information. Je pense qu'il y a des voies d'amélioration à trouver. Il y a aussi des vieilles institutions, comme ce qui s'appelle la COSAC, donc la réunion des parlements nationaux tous les semestres. Et donc en l'occurrence à Paris, pour l'Assemblée nationale, c'est la Commission des affaires européennes qui sélectionne quelques députés qui vont ensuite participer à une sorte d'assemblée des parlements nationaux de l'Union européenne. Mais c'est pas extrêmement vivant. Enfin, ça se tient de facto, mais c'est pas vraiment là que ça se passe, quoi. Voilà. Et par ailleurs, donc de nombreux députés ne sont pas forcément associés à ces travaux. Donc il y a toujours un travail à faire pour que les députés nationaux ou les membres des chambres de n'importe quel pays de l'Union européenne s'approprient ces sujets européens, même si dans le concret de leur activité, notamment en circonscription pour ce qui concerne les députés français, l'Europe est partout. Alors elle est partout, elle ne s'affiche pas tout le temps partout, cela dit. On en a parlé ce matin, oui. Non mais c'est assez... On en avait parlé au téléphone il y a quelques jours, j'ai donc été vérifié, et en effet, il y a une obligation d'affichage des labels et du drapeau de l'Union européenne, surtout chantier d'envergure. On ne les voit plus beaucoup dans le paysage. Donc, même plus du tout. Non mais presque plus du tout, vous avez raison. À moins que les élus des collectivités en question se sentent particulièrement europhiles ou même l'afficher, on ne les voit plus. Bon. Et c'est pourtant tout aussi obligatoire qu'il y a 10 ou 20 ans. On les voyait beaucoup à l'époque. Bon. Donc un projet FEDER, par exemple, il y a un cofinancement, bah oui, il faut avoir le panneau. Bon. Donc je n'hésite pas d'ailleurs à rappeler aux élus des collectivités du département que c'est important, et certains jouent le jeu, il faut le dire aussi.
Donc, voilà, dans le concret, c'est tout le temps. Dans le fonctionnement institutionnel, c'est encore assez faible. Et je ne remarque pas de tendance à l'ouverture, si sous un angle. C'est-à-dire qu'en fait, comme les canaux institutionnels prévus sont finalement assez faibles, on recrée des mécanismes, alors qui marchent plus ou moins, en fonction des périodes aussi. Hein. Alors j'en donne quelques-uns, par exemple, qui, à mon avis, marchent plutôt bien. L'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui s'est créée il y a quelques années, qui est plutôt vivace. Je trouve que les parlementaires français, sénateurs comme députés, s'en saisissent assez largement, que ça marche bien côté Bundestag aussi. Alors on y traite de certains sujets, pas de tout. Ça marche super bien, par exemple, sur les sujets transfrontaliers, un peu moins sur la défense, qui d'ailleurs a été largement retirée de ces questions. Je dis ça parce que je siège à la commission de la défense et des forces armées à l'Assemblée. Voilà. Donc, pour terminer, puisque c'était l'introduction, dire que quand même, beaucoup de députés, dans leur domaine d'activité ou d'intérêt, développent des relations avec des représentants des chambres d'autres pays. Donc, c'est pas seulement d'ailleurs les grands, hein, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, c'est aussi aller chercher parfois des représentants des chambres en Estonie, dans les Balkans, et dans des pays qui ne sont pas forcément évidents au premier abord, mais qui permettent, je crois, de mailler et de créer une forme d'abord de citoyenneté vécue, ou en tout cas de communauté d'intérêt vécue au sein des représentants des assemblées, et ensuite de la retranscrire, mais on y viendra dans le fil de la discussion, on va s'arrêter là pour le moment, auprès de nos concitoyens. On a presque quand même l'impression que l'Assemblée nationale est justement presque en opposition avec ce qui se passe en Europe, comme si ce qui se passait en Europe leur volait l'activité. Je prends 3 exemples. D'abord, je ne comprends pas pourquoi la Commission des affaires européennes n'est pas une commission permanente. Toujours pas. Quand même incroyable que justement sous un président qui se veut très européen, ça n'ait pas été modifié. Parce que ils sont, enfin, voilà. Les directives sont toujours adoptées, mais pile poil au dernier moment, voire avec beaucoup de retard, avec une surenchère dans la surtransposition, comme si ce qui avait pris des années à faire à Bruxelles, dès que ça vient dans le giron français, alors on va tout recommencer. Mais je pense par exemple au label bio. Je prenais tout à l'heure l'exemple aussi de la taille des cages à poules ou de l'accession pour les handicapés. Enfin, on recommence tout, on perd un temps fou. Et donc comme si ce qui se faisait à Bruxelles, c'était surtout pas ce qu'il fallait franciser systématiquement le processus, avec une perte de temps infinie, avec souvent des réactions qui, je pense, avec l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, doivent être encore plus violentes qu'avant, en raison des 2 extrêmes. Il y a beaucoup de sujets dans votre question. Oui, je sais. Non, mais je vais y répondre brièvement néanmoins, enfin sur chacun des aspects. Alors vous parliez à juste titre de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, qui est une commission en effet qui n'est pas une commission de plein exercice, qui, au sens classique du terme, qui est délibérante, mais qui n'a pas le même statut. En fait, elle a un statut de délégation en fait extra-parlementaire, ou c'est à peu près l'équivalent. Donc c'est une commission un peu à part. Alors, pour des raisons, beaucoup d'organisations internes qui effectivement peut évoluer, vous avez raison. C'est une question de moyens notamment. Combien d'administrateurs de l'Assemblée on attribue, quel budget pour cette commission. Et assez bizarrement, vous avez raison, cette commission n'est pas devenue une commission permanente. Alors il y a pas mal de raisons aussi de fond derrière ça, c'est que j'ai parlé de moyens, mais évidemment chaque commission, au fond, si vous voulez, développement durable, commission des finances, commission de la défense pour ce qui me concerne, etc., commission des lois, a déjà son activité européenne. Donc pas forcément envie de céder. Donc vous voyez, c'est du petit jeu interinstitutionnel. Et nulle part, oui, ça, voilà. Et comme l'Europe est très transversale, on la retrouve un peu dans tous les domaines, nécessairement. Et donc ces commissions qui font aussi de l'européen, y compris à la défense, on va par exemple s'intéresser à des traités alors bilatéraux ou européens, mais qui font évoluer les questions de défense, et donc ou UE pays tiers, ça arrive aussi. Et donc quand ça arrive chez nous, ben oui, on a un petit volet d'Europe, si vous voulez. Et donc chaque commission a son petit morceau d'Europe dont il n'a pas envie de se dessaisir, ou elle n'a pas envie de se dessaisir. Et voilà, je pense que c'est ça qui n'est pas vraiment dépassé. Est-ce que ça marcherait mieux avec une commission de plein exercice? Peut-être, c'est possible. Néanmoins, ça me paraît pas Ce serait symbolique. Ouais, ça me paraît pas l'élément forcément très déterminant. Vous avez évoqué différents sujets, notamment sur
la transposition des directives, la façon dont les textes européens sont reçus à l'Assemblée. Là, ça dépend vraiment beaucoup, en l'occurrence, de l'urgence et du contexte. Il y a des textes qui sont ratifiés extrêmement vite, et des directives qui sont transposées extrêmement vite quand il y a urgence. Bon. D'autres qui intéressent moins la France, souvent pour des raisons très politiques, vous avez raison de le dire, traînent des années, parfois n'ont toujours pas été transposées. Bon. Et inversement, vous l'avez dit aussi, certaines sont, enfin, en tout cas c'est un jugement qu'on peut porter ou pas sur ces textes, mais sont d'une certaine manière surtransposées. C'est-à-dire que pour des raisons de préférence sociétale française, par exemple, on va se dire que sur tel sujet agricole, de transport, on préfère avoir des normes sociales, par exemple, ou des normes sanitaires, qui sont un petit peu au-dessus de l'équilibre trouvé au niveau européen. Alors c'est très vrai dans les domaines de santé, par exemple, c'est assez vrai dans le domaine agricole, c'est le label bio. Alors, pourquoi ? Parce que le label bio en France, il avait une histoire qui n'était pas l'histoire qu'il y avait alors au Royaume-Uni, où c'était ancien, mais ça ne concerne plus, ou en Allemagne, ou en Espagne ou en Italie. Et donc notre label était plutôt plus exigeant. Et le revoir à la baisse, parce que ça aurait été ça finalement, aurait supposé de légiférer pour le coup pour réduire notre label à l'amener à des standards plus bas. Bon, souhaitable, pas souhaitable, chacun peut avoir son idée politique là-dessus. Enfin, de toute façon, il n'y a pas forcément de chemin rapide, direct. C'est pas parce qu'il y a une norme européenne qu'elle s'applique immédiatement, quoi, en fait, dans chaque État membre. Il y a forcément un travail d'adaptation au contexte juridique, sociétal de chacun des États membres. Et donc, forcément, ça prend un petit peu de temps. Il peut y avoir des arrière-pensées politiques, parfois pas, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a certaines directives qu'on aimerait bien avoir appliquées un petit peu plus vite. Ouais, voilà. Il y avait une autre j'ai répondu à votre question. Voilà. J'avais donné uniquement 2 exemples. François-Xavier, vous dites que cet ensemble, cette nouvelle université européenne va porter sur la mer. Il y a eu beaucoup de directives justement sur ce sujet. Je sais que dans les études scientifiques, en biologie par exemple, maritime, etc., on évoque tous les règlements et les directives européennes, que généralement c'est le sujet qui casse les pieds aux étudiants. Est-ce que vous allez travailler justement ensemble à une façon d'expliquer ou d'enseigner cette matière qui est essentielle, puisque c'est les normes, ce sont les règlements applicables sur la mer, sur l'eau. Est-ce que vous allez travailler à ça ensemble ? Alors, je vais essayer de vous formuler une réponse, mais étant juriste, je le précise, je suis maître de conférence en droit privé et sciences criminelles, donc plutôt pénaliste, oui. Donc pas spécialiste de la mer, je tiens à le signaler. Mais effectivement, dans le cadre... mais spécialiste du droit. Oui, pour le coup. Mais effectivement, on a d'une part des travaux qui sont effectués, on a plusieurs laboratoires qui interviennent sur la mer, comme vous l'imaginez bien, à travers différents axes. D'une part, puisqu'on a un laboratoire qui travaille sur l'économie de la mer, on a toute la problématique liée également du coup au droit de la mer, mais plus largement, on a aussi bien toute une activité universitaire qui touche les différentes autres disciplines, dont les sciences dures. Donc effectivement, on a ce travail-là, et donc avec cette collaboration, on peut justement avoir des travaux de recherche qui vont être menés pour justement améliorer, mieux comprendre, peut-être mieux travailler sur ces questions-là. Au-delà de cela, je pense, pour vous répondre, il y a aussi, parce qu'on a toujours cet aspect théorique, ou en tout cas on voit l'université toujours avec ce spectre de la théorie, de l'enseignement, parfois cette déconnexion qui nous est affichée et qui est peut-être à contester, parce qu'on a tout un volet pratique aussi, il y a tout un travail justement sur la mise en œuvre de ces normes, comprendre comment les mettre en œuvre, les normes qui sont adoptées soit par le parlementaire français, soit européen. Et donc, à travers également, que ce soit au niveau de l'université, mais aussi au-delà, donc dans le cadre de cette université européenne, il y a un travail avec les acteurs. Et par exemple, pour l'université européenne CIU, donc notre alliance, il y a tout un travail avec les collectivités, d'une part, mais également un travail qui est réalisé aussi avec, par exemple, les acteurs portuaires. Donc dans la mise en œuvre de ces directives ou de cette législation plus largement européenne, on a aussi un travail qui s'effectue et une application
en tout cas de l'université auprès des différents acteurs. Et je pense, encore une fois, je le répète, aux différents ports, pour essayer de réfléchir plus efficacement, on va dire, à toute cette législation, à toute cette évolution. Vous me disiez aussi qu'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron avait poussé à la création de cette université européenne, c'est aussi de grouper ses forces par rapport au classement de Shanghai. Oui, donc effectivement, le fait qu'on soit plus important en termes de rayonnement, on est plus concurrentiel. Ça, c'est une réalité déjà au niveau français, puisqu'on sait que les universités avaient déjà créé des regroupements, donc que ce soit en Bretagne ou ailleurs. Et du coup, on va dire avec un regroupement au niveau international, eh bien, on peut décupler ses forces, que ce soit en termes d'enseignement, en termes d'innovation, du coup, de façon plus large, et également en termes de recherche. Et effectivement, là, pour CIU, l'UBO, c'est 24 000 étudiants. À travers l'alliance CIU, on est aujourd'hui bien à 160 000 étudiants. Donc 160 000 étudiants avec derrière bien tout un personnel, donc un grand nombre de chercheurs, et donc la possibilité de faire des recherches communes, et donc d'être plus concurrentiel vis-à-vis des autres universités. Vous êtes donné combien de temps pour justement arriver à des premiers résultats? Parce que j'imagine la mise en place ne doit pas être simple. Les premiers résultats c'est-à-dire les premières unités de recherche communes, par exemple, elles vont voir le jour quand? Alors là, je ne peux pas vous donner de réponse à ce niveau-là, puisque pour l'instant, on est vraiment encore une fois, plutôt sur des champs disciplinaires. Et donc là, on est déjà sur des recherches qui sont amenées sur des champs disciplinaires, donc avec une collaboration en fait entre les différents laboratoires ou les différents chercheurs. Puis là aussi, il faut bien avoir cette compréhension qu'il faut arriver à concilier les différentes approches. On fonctionne par exemple en France avec des laboratoires de recherche, donc chaque chercheur est rattaché à un laboratoire de recherche. Le laboratoire de recherche qui n'existe pas forcément dans les autres universités partenaires. On n'a pas forcément cette même fonction et ce même fonctionnement. Et du coup, effectivement, c'est plus sur une logique d'émerger sur des questions communes, des problématiques qui sont communes, qui interrogent différents chercheurs des différentes universités, même si effectivement sur certaines thématiques, encore une fois, on le voit, la mer de nouveau, ou alors les migrations par exemple, on a des champs avec un travail qui est plus spécifique, qui est plus développé. D'accord. Lisa Crénon, est-ce que, on a parlé ce matin de l'Eurobaromètre et des mauvais résultats auprès des Français. Est-ce que du côté de Hambourg, j'imagine que vous avez des résultats un peu plus fins que sur toute l'Allemagne. C'est quoi la tendance justement? Est-ce que vous avez vraiment à convaincre ou est-ce que les gens sont déjà convaincus que l'Europe, c'était important pour eux? Oui. Alors c'est une très bonne question. Mais en effet, Hambourg a dans sa constitution que la ville est un port global, Welthafen, also un port pour le monde, une porte vers le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans la constitution hambourgeoise. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, parfait. De plus, comme Hambourg est une ville portuaire et donc dont la richesse et la renommée aussi au-delà en Allemagne, mais bien sûr aussi au-delà de l'Allemagne, est due au commerce, au commerce portuaire entre autres. Bien entendu, la ville est très axée sur l'international et également sur l'Europe. Alors, vous imaginez bien, dans le cadre du Brexit, on a beaucoup parlé de la communauté britannique à Hambourg, qui est très importante. Peut-être que vous savez que les Beatles sont aussi passés par chez nous, et donc on a beaucoup de traces et d'héritage européen dans cette ville. Voilà un petit peu pour le contexte.
Et pour ce qui est de la mentalité ou de l'affinité européenne, oui, les Hambourgeois sont très ouverts à l'Europe et très europhiles. Il n'empêche que nous avons eu des élections l'année dernière et le parti politique d'extrême droite, donc l'Alternative pour l'Allemagne, l'équivalent, si vous voulez, du Rassemblement national plus ou moins, est entré dans le Parlement hambourgeois avec donc plus de 5%, au dépit des libéraux, qui siégeait quand même depuis très très longtemps. C'est vraiment une grande tradition hambourgeoise aussi, le Parti libéral. Et donc voilà, donc ce n'est bien entendu pas sans conséquence qu'un parti ostensiblement europhobe soit rentré dans le Parlement hambourgeois. Nous, dans nos activités, on le ressent parfois dans des questionnements, mais si vous voulez, on est vraiment... le plus important, c'est vraiment de toujours rester en discussion, en contact. Je pense qu'il y a un grand danger de perdre les gens, de perdre le contact aux gens. Et justement, donc, moi, j'essaie de décrire aussi, je décris souvent mon travail comme un pont entre Bruxelles et Hambourg, et de vraiment garder ce contact et de continuer à transmettre l'information et ne serait-ce que le sentiment, si vous voulez, de la présence européenne à Hambourg. Donc, ce qu'on utilise beaucoup pour ça, si vous voulez, c'est les subventions européennes. Qu'apportent les subventions européennes à la ville de Hambourg et aux habitants de Hambourg très concrètement. Mais voilà, si je l'ai bien compris de monsieur Larsonneur qui évoquait un travail d'adaptation politique et sociétale assez conséquent, évidemment, c'est un travail de fourmi, de garder cette flamme européenne vivante et surtout de laisser la porte ouverte aux critiques, tout en y apportant en fait des réponses concrètes. Et optimiste dans le meilleur des cas. Comment vous expliquez cette arrivée justement de l'AfD au Parlement? Est-ce que donc ce ressentiment vis-à-vis de l'Europe, c'est quoi? C'est la présence chinoise, la route de la soie, qui commence à provoquer quelques effets de détachement de l'Union européenne? Bon, la présence chinoise, elle est pour Hambourg particulièrement absolument pas nouvelle. La communauté chinoise ou les liens avec la Chine sont très très présents. Comme je le disais, au niveau des activités portuaires, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu une très grande discussion en Allemagne ces dernières semaines. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai dit c'est pour ça que je vous posais la question. Alors, je ne saurais pas bien sûr vous dire dans tous ces détails d'où viennent ces ressentiments. Je pense que c'est plus... donc il y a eu aussi la guerre en Ukraine et des questions qui se posaient. Pourquoi des fonds publics vont en aide aux Ukrainiens et pas aux gens sur place? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi vécu. Je pense que le grand thème, c'est le fait d'être écouté, en fait, d'avoir ses besoins, et c'est aussi une question de respect. D'ailleurs, Olaf Scholz a fait sa candidature, a basé sa candidature sur ces thèmes, l'écoute et le respect. Et selon moi, c'est l'un des instruments, si vous voulez, sur lequel jouent aussi les partis d'extrême droite, et c'est selon moi aussi les raisons pour lesquelles ce manque d'écoute, en fait, cette impression de ne pas avoir de place, de ne pas avoir d'impact directement sur les politiques, par exemple les politiques européennes, le fait que, ça a été dit dans la conversation, en fait, que les thèmes européens soient transcendantaux à presque tous nos domaines politiques, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu par les populations locales. Nous allons passer aux questions. Donc, qui se lance? Je vous demande pardon? Je dis, je m'adressais à la salle en disant que nous allions passer aux questions de la salle.
Alors, on a évoqué énormément de sujets, et, je comprends. Monsieur, on va vous passer un micro. Merci. Alors cette question s'adresse par chance, j'ai la chance d'avoir les deux présents aujourd'hui, donc à Monsieur Larsonneur, qui est donc député finistérien, mais qui n'est pas non député, à l'inverse de Madame Graziella Melchior qui est présente. Tant mieux, ça me permettra justement de conclure là-dessus. Ce sera une petite pointe d'humour vis-à-vis de vous, mais ce ne sera pas un pic. Hein. Ah non, non, je suis honnête. Hein. Donc, moi je m'intéresse à ce que vous avez parlé tout à l'heure des directives que vous mettez du temps à appliquer, à mettre, à les ratifier. Moi, j'ai été confronté il y a quelques années à un cas bien concret, alors que j'habitais à l'étranger. Donc moi, c'était une directive, c'était sur la mise à disposition du personnel, tout ce qui était détachement, si vous voulez. J'ai eu écho, par chance, une amie en Belgique qui m'a dit « La France ne l'a toujours pas ratifié ». Pour faire simple, ils étaient en embuscade pour s'attaquer au marché français. Car eux avaient mis en action la directive. Donc si moi, prestataire français, j'étais démarché par les Belges, avec un taux moindre, et qu'un concurrent français me dise bah non, non, vous n'avez pas le droit, j'étais en droit de lui dire, donc si j'étais le Belge, j'applique la directive. Vous, vous ne l'appliquez pas. Bref. Donc, ce que j'avais pris comme initiative, c'était d'écrire à la ministre, qui était Madame Jeannette Bougrade, à l'époque. Oui, ça remonte. Hein. Oui. Celle-ci, en panique, me recontacte et me dit il serait peut-être temps que notre Parlement fasse son travail. J'ai vu la vidéo lorsqu'elle en a débattu et a voulu donc la mettre en action. La moitié, si ce n'est pas les 3/4 du Parlement, n'étaient pas présents. Donc, je me suis posé la question, quelle était l'utilité d'avoir des gens au Parlement qui n'y sont pas? Alors qu'à l'inverse, tous les autres dans les autres pays l'ont appliqué en temps et en heure, l'ont ratifié si vous voulez. Bon. Ce qui nous a valu, par chance, de ne pas nous faire sanctionner, parce qu'ils l'ont ratifié en urgence. Si vous voulez, les 7/10, bon, ça a été bâclé, mais comme la directive a été appliquée, la France n'a pas été condamnée à 38 millions d'euros. C'est un chiffre qui m'a marqué. À l'inverse, il y avait une action judiciaire franco-française, donc ce qui a un peu bloqué, si vous voulez, les Européens en disant bon, les Français vont régler un peu en interne. Le syndicat a été condamné à 11 900 000 euros. Bon, je me dis que c'est déjà pas mal. Donc ça, vis-à-vis des directives, je m'interroge pourquoi vous ne les ratifiez pas en temps et en heure. De deux... Alors on va répondre d'abord déjà à la première question, oui, qui a été un peu évoquée tout à l'heure. Alors la deuxième, justement, c'est vis-à-vis d'un autre pays qui est la Finlande. Comme vous êtes au niveau donc, de la défense, quel est votre point de vue concernant ce pays qui, lui, est en train de construire un bloc, un mur de défense? Première question sur les directives. Alors, moi, la petite pique à laquelle je vais répondre immédiatement, et non sans humour, c'est que... La petite pique, c'était vis-à-vis de... Pardon, c'était juste vis-à-vis de Mme Graziella Melchior, parce que quand vous parliez, disait les fonds européens, ça fait des ponts, ça fait des choses comme ça. Mme Graziella Melchior, lors de son premier mandat, avait dit oui, Brest, Atlantique pour l'aéroport. Désolé, j'ai repris ce que M. Nedelec avait mis sur son compte Twitter et j'avais bien aimé. Et même lui et moi, on s'est posé la question. On s'est dit, il y a peut-être un deuxième aéroport qui se construit avec des fonds européens. Donc vous êtes trompé, c'était l'aéroport de Brest-Guipava, mais pas le Brest-Atlantique qui est Nantes-Atlantique. C'est juste la petite... voilà. Je rappelle juste... Non, c'est pas méchant, mais c'était juste... Sur la directive, tout dépend des sujets. Il peut y avoir des arrière-pensées françaises, parfois parce qu'on cherche à appliquer le plus tard possible, mais ça arrive. Mais parfois aussi, comme vous le dites, ça peut être une forme de manque d'intérêt, d'embouteillage parlementaire. Non, attendez, je vous donne quelques éléments de réponse. D'embouteillage en cadre législatif. Et vous avez raison de dire aussi que sur beaucoup de sujets européens, et ça j'ai pu le constater, alors c'est moins vrai aujourd'hui dans des situations de relative majorité, ou relative minorité, placez-vous du côté où vous voulez, mais où par conséquent un texte peut passer ou ne pas passer à quelques voix près, mais les textes européens, souvent, et tout quinquennat confondu ou septennat dans des périodes plus anciennes, étaient assez peu suivis à l'Assemblée. Le degré d'appropriation par les députés sur ces questions était assez faible, et souvent pourquoi? Parce que, il y avait peu d'intérêt de la part des concitoyens, peu d'intérêt politique à vendre le sujet. Ça dépend des sujets, hein, mais sur la plupart des textes, parce qu'il y en a beaucoup, des textes européens qui passent au Parlement. Et que par ailleurs, les majorités étant assez établies, on sait que ça passe. Donc c'est typiquement, si vous voulez, le sujet va être placé en fin de semaine, un jeudi, un vendredi,
entre deux autres textes qui sont considérés comme plus politiques, plus importants. Et donc, le niveau de débat parlementaire est souvent relativement faible, vous avez raison. C'est pas vrai de tous les textes, mais c'est relativement vrai, en général. Alors évidemment, si c'est le texte du siècle sur l'agriculture, il y aura tout le monde. Alors là, rassurez-vous, vous aurez 550 parlementaires sur 577, il n'y a pas de problème. Mais, ou l'accord UE-Mercosur, ou que sais-je. Là, vous avez l'air, ça va être blindé. Voilà. Quand ça devient politique, quoi. Mais comme c'est une ratification souvent un petit peu administrative, quoi, au fond, parce qu'il n'y a pas vraiment de débat politique, ça va être des questions de curseur sur est-ce que ça va être un peu plus, un peu moins. Ça a déjà été discuté en amont avec l'exécutif, entre ministères et groupes politiques. Donc quand ça arrive dans l'hémicycle, au Sénat comme à l'Assemblée d'ailleurs, en général, c'est une ratification de forme. Voilà. Ce qui fait que le débat peut être un peu décevant pour quelqu'un qui se dirait bah, c'est là que ça se passe. En fait, ça se passe pas tellement là. Mais vous avez raison de le souligner. J'en profite tout de suite pour passer à la question finlandaise qui est... non, juste un mot quand même sur des questions de décalage qu'on peut trouver finalement dans la temporalité d'application des directives ou de transposition. C'est un sujet. Parce qu'en fait, les États membres en jouent. Jusqu'à parfois se faire sanctionner, il n'y a pas que la France, rassurez-vous, jusqu'à parfois se faire sanctionner pour jouer d'un avantage comparatif. Prenez des réglementations qui touchent le droit du travail. Voilà. Je sais pas, moi, les directives sur l'amiante, elles sont appliquées de manière très différente et transposées de manière très différente. Et le fait qu'il y ait des décalages entre pays induit des décalages ou des effets d'avantages comparatifs concurrentiels qui font que certains traînent la patte. Voilà. Et notamment des États membres qui auraient une réglementation ou un droit moins disant par rapport à la proposition européenne et qui auraient intérêt à appliquer le droit européen un peu plus tard pour conserver un avantage comparatif un peu plus longtemps. Vous voyez, donc ça c'est typique. Donc là c'est vrai qu'il y a une question qui relève pour le coup de traité européen qui consisterait à se poser la question de savoir si les durées ne doivent pas être contrôlées et sanctionnées de manière différente. Là-dessus je vous rejoins. Bon. Un mot sur la Finlande, et je ne vais pas être trop long parce que ça pourrait être l'objet d'une après-midi entière, et ce sont des sujets qui me passionnent, mais vraiment de quelques mots si vous êtes d'accord. Oui. Vous êtes le timekeeper, hein. Voilà, en bon français. Parce qu'en fait, sur ce mur, il faut peut-être que d'abord vous expliquiez un tout petit peu, parce qu'en fait, on n'en a absolument pas parlé dans la presse, hein, quasiment pas. Finlande moi, je l'ai vu dans la revue de presse. En Scandinavie, c'est quasiment la Troisième Guerre mondiale. Hein. Oui, alors bon, d'abord, effectivement, depuis un certain temps, voire un temps certain, parce que je rappelle quand même que la guerre en Ukraine a commencé en 2014. Bon. D'accord, d'ailleurs, à la suite de négociations pour un accord UE-Ukraine, un accord commercial, un accord de partenariat essentiellement commercial, qui avait eu le don d'agacer prodigieusement Vladimir Poutine. Il l'avait dit très clairement d'ailleurs. Si l'Ukraine se rapproche de l'Union européenne jusqu'à aller à signer un accord ou un traité avec elle, il y aura des conséquences. Et ça, il le dit dès 2009-2010. Voilà. Et de manière assez étonnante à l'époque, je suis parti pour un exposé plus long que prévu, mais je vais faire court, je vous promets. De manière assez étonnante à l'époque, parce que moi j'étais un des négociateurs de ce traité UE-Ukraine quand je travaillais au Quai d'Orsay comme diplomate. Le sujet était traité de manière complètement sectorielle, économique, commerciale, mais pas sous l'angle de défense. Ou très peu. C'est-à-dire qu'on allait à Bruxelles faire des réunions très techniques, dont la comitologie que certains connaissent ou pas, peu importe. Tout ça est très, très technique et très compliqué. On parle de droit de douane, on parle d'alignement de normes réglementaires, etc. Ok. Par contre, le volet défense était très peu abordé. Comme si, au fond, on ne croyait pas trop au fait que Vladimir Poutine puisse être réellement agacé jusqu'au point de faire quelque chose. Alors qu'on avait eu comme la Géorgie en 2008, quelques années avant. Bon. Conséquence, les accords avancent. Ils sont d'ailleurs signés après le début de la guerre, encore 2014, première guerre de Crimée. L'affaire dure 8 ans et continue jusqu'à février dernier, 2022. Pendant tout ce temps-là, les pays, notamment les pays baltes, les 3 baltes, les Polonais, dans une moindre mesure, mais tout de même les Roumains et quelques autres, et donc les Finlandais, ont renforcé d'abord substantiellement leur effort de défense, alors beaucoup dans le cadre de l'OTAN, parce qu'il y a évidemment une articulation à trouver entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'UE. La Finlande est en voie d'accession à l'OTAN, comme vous le savez, précisément parce que
c'était une réponse à l'agression russe sur l'Ukraine, comme la Suède. Bon. Alors les deux sont dans des discussions actuellement avec leur parlement et leur société civile. Ils ont peur de l'enclave de Kaliningrad. Attendez, je peux y venir. C'est Mais juste... C'est un autre sujet. Non, c'est pour préciser que les deux ont plus... Oui, mais je veux dire, c'est un autre sujet que le sujet de la table ronde. Ah, pardon. ouais. Donc bon, du coup, je vais conclure très rapidement pour dire que, pour revenir sur le lieu du coup. Parce que, du coup, dès que je fais un pas de côté, je reviens sur le lieu pour vous dire que c'était quand même assez impressionnant ce qui s'est passé depuis février 2022, et ça concerne la Finlande comme les autres pays de l'Est, ou d'ailleurs tous les membres de l'Union européenne, à différents degrés. Des choses qu'on imaginait absolument impossibles côté Union européenne, à savoir un état-major de l'Union européenne qui centralise des commandes militaires, d'équipements militaires en provenance de l'Ukraine, qui les redistribue ensuite en fonction des possibilités ou capacités des États membres à fournir de l'équipement à un pays tiers, voisin en l'occurrence du voisinage, l'Ukraine, et des États membres qui sont d'accord au Conseil pour mettre en place un fonds, une facilité de paix comme on l'appelle, qui est une facilité de paix en effet, mais aussi de guerre, il faut dire les choses comme elles sont, pour financer un pays tiers et lui apporter de l'armement et des équipements humanitaires, etc. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Franchement, avant un conflit de ce type, très peu de gens auraient parié sur le fait qu'on fasse un saut qualitatif aussi grand en termes d'Europe de la défense que ce qu'on a vu au cours des derniers mois. Je pourrais développer pendant très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants, mais je m'arrête là sur cette question qui est un peu urgente. Voilà. Alors, une autre question. Pas de question pour savoir si l'université parle assez d'Europe, si les étudiants prennent ce concept. J'ai deux questions très pragmatiques à propos de l'université européenne. Je voudrais savoir d'une part si vous avez un budget spécifique. Et si oui, s'il est garanti sur quelle durée. Et deuxième question très pratique, à quelle échéance et de quelle nature seront les diplômes qui seront délivrés dans le cadre de l'université européenne? Alors, s'agissant du diplôme, effectivement, donc, je vais commencer par le budget, effectivement. Donc, il y a un budget Erasmus, donc qui est transmis en fait sur la période, sur ces phasés. Hein, donc, on vient de sortir d'une première phase, sur 4 ans, et donc on va rentrer dans la deuxième phase. Et donc, effectivement, on a un budget sur cette période-là, donc qui est dédié et qui est sur fonds Erasmus. À cela, la France abonde. Donc, sur ces projets-là, donc on peut émarger et donc demander au titre donc, de cette construction de l'université européenne, en rapportant justement un certain nombre d'actions qu'on veut mener d'amélioration. Et donc, cette fois-ci, c'est le ministère. Avec le lancement, donc, ce qui a été appelé, vous pouvez trouver des informations sur France 2030. Et effectivement, on a aussi des budgets qui sont alloués cette fois-ci par la France. Donc, on a bien un financement européen et un financement français pour cette action-là. S'agissant des formations, très sincèrement, je ne peux pas vous donner d'échéance, dans le sens où on est en train de le construire. Donc là, actuellement, on a un diplôme qui est plutôt axé sur le développement durable, qui est en travaux. Donc une équipe de Brest travaille notamment avec les Espagnols, sur la mise en œuvre d'un diplôme commun. Mais c'est pas nouveau aux universités européennes, encore une fois. D'autres universités avaient déjà essayé de mettre en œuvre ce type de diplôme. La difficulté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était arriver à avoir une vraie reconnaissance entre les États, entre les ministères, entre les agences elles-mêmes, pour nous, d'évaluation de la formation, donc l'HCRS pour ce qui nous concerne, et donc d'arriver à avoir une vraie construction reconnue par les différentes tutelles. Ce que devraient vraiment améliorer ces universités européennes, c'est d'arriver à travailler sur ce qui prête à confusion, ce qui provoque des obstacles à cette reconnaissance-là. Et justement, le fait de travailler à plusieurs, en groupe, à travers les différentes universités, de permettre de faciliter finalement la construction diplômante. C'est vraiment un diplôme. Oui. C'est pas des équivalences, parce que souvent les universités reconnaissent une équivalence pour une poursuite d'études chez eux,
Mais c'est pas un diplôme final. Donc non, on n'est pas sur, effectivement, on n'est pas sur de l'Erasmus avec l'étudiant qui part à l'étranger réaliser un semestre ou une année qui va être repris, la notation va être reprise dans le diplôme national. Là, on sera vraiment sur un diplôme commun qui est délivré par bien telle ou telle université qui participe au projet. Là aussi, ce qui est intéressant dans CIU, c'est que tous les partenaires ne sont pas obligés de participer à tous les projets. On peut avoir des projets qui sont menés par 3, 4, 5 partenaires. L'idée aussi, c'est que par exemple, on peut avoir un projet qui est initié par 3 partenaires et un autre partenaire qui est intéressé par le projet lui-même, eh bien, va pouvoir, on va dire, raccrocher les wagons et éventuellement y participer. Donc on peut avoir un lancement à travers certains partenaires et après, voilà, ce travail-là se développer à travers ça. Vous n'avez pas donné le montant du budget Je ne l'ai pas en tête, pour tout vous dire. J'aimerais pas vous dire de bêtises. Je pourrais vérifier, mais... Et autre petite question, est-ce qu'il va y avoir dans les universités... Oui, ce serait bien. Merci. Est-ce qu'il va y avoir une seule université européenne autour de la mer ou est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Je pose la question parce que à ce moment-là, vous n'êtes pas en concurrence les uns avec les autres. Et parce que je sais que par exemple dans les pôles de compétitivité en France, il y a des pôles de compétitivité qui portaient sur les mêmes thèmes dans plusieurs endroits de France et au final c'était un affaiblissement général. Alors, il n'y a pas de restriction et d'impossibilité, hein. Actuellement, effectivement, on est la seule université européenne, en tout cas avec des partenaires français, à afficher cet axe particulier. En gardant à l'esprit qu'il y a 2 possibilités aussi de construction d'universités européennes, des universités européennes thématisées, ce qui est notre cas. Donc on a un affichage qui est vraiment mère, et après il y a d'autres universités européennes qui sont beaucoup plus générales, donc qui n'ont pas en fait, qui n'ont pas construit à travers, je dirais, une voie d'entrée très particulière, qui sont par du partenariat. Sur différentes disciplines, mais sans un affichage comme ça a été le cas pour ce qui nous concerne, très, très disciplinaire, plus pointu, on va dire. Donc certaines universités se construisent de la sorte, d'autres sont plus générales, n'ont pas affiché cela. Lisa, n'hésitez pas à lever la main, hein, parce que moi je vous tourne le dos, donc je ne vois pas si vous voulez participer à un moment donné de la conversation, soit par un témoignage, soit une question. Une autre question. Alors, Je dis que bien sûr, ça me... Ah, pardon. Madame et ensuite Madame. J'ai peut-être 2 questions, parce que Emmanuel Macron parlait d'un conseil politique européen, je crois, pour ramener la Grande-Bretagne et les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne dans la... Parce qu'il y a des défis importants à relever au niveau européen et même au niveau mondial. Parce que c'est l'histoire aussi, ce matin, on nous a parlé du récit historique de l'Europe. Bon, oui, le général de Gaulle, Adenauer, c'était la paix, la prospérité. Bon, aujourd'hui... Bon, la paix, c'est vrai que c'est un petit peu mis en danger, et la prospérité, on ne sait pas trop, mais il y a surtout un défi majeur, c'est le changement climatique, avec les pays du Sud qui réclament à juste titre des indemnisations, parce que ce sont les pays occidentaux qui sont responsables de ce changement climatique, ce ne sont pas les pays du Sahel. Alors, comment l'Europe considère ces défis? Est-ce que le Conseil politique européen s'est réuni? Je crois qu'il s'est réuni une première fois à l'automne. Est-ce que c'est une idée qui a de l'avenir ou... Moi, je peux répondre au niveau universitaire, si vous me le permettez. Ça peut paraître contradictoire, puisqu'on parle donc de l'université, de cette volonté d'avoir des échanges et du coup des mobilités. Et on sait que les mobilités peuvent bien nécessiter de prendre l'avion, en tout cas ne pas être, d'un point de vue développement durable et écologique. Donc simplement pour préciser là-dessus, donc à travers notamment l'université européenne CIU, il y a tout un travail sur le développement durable, donc il y a vraiment cette volonté justement d'avoir des initiatives sur l'amélioration justement, que ce soit de l'énergie, entre autres, des déplacements, etc. Donc il y a tout aussi un panel de réflexion, d'initiatives, d'innovation, justement pour ces améliorations-là. Pour revenir sur les mobilités, je le précise, je l'ai évoqué tout à l'heure extrêmement rapidement, il y a effectivement cette volonté de poursuivre des mobilités physiques, puisque l'objectif c'est
n'est pas qu'on ne se déplace plus, qu'on ne se voit plus. Donc il y a ce défi aussi de pouvoir permettre aux étudiants d'aller bien à l'étranger et suivre des enseignements à l'étranger, etc. Mais il y a aussi, ce que je disais, tout un travail sur le développement de la mobilité dite virtuelle. Donc le fait que les étudiants puissent assister à des cours qui sont dispensés par des enseignants qui sont à l'étranger, et donc qui réalisent leurs cours depuis, voilà, sans déplacement des étudiants. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le déplacement des enseignants. Donc les enseignants peuvent aller aussi enseigner à l'étranger. Donc là où voilà, un nombre d'étudiants plus réduit nécessiterait des déplacements importants, là on peut avoir un enseignant qui vient et qui va dispenser un cours à un plus grand nombre d'étudiants à l'étranger. Et également, même si on reste dans cette logique quand même de développer certaines mobilités physiques, il y a toute cette réflexion aussi peut-être d'améliorer les modes de transport pour ces mobilités-là et privilégier des modes bien plus respectueux de l'environnement. Quelques mots rapides donc, sur une question assez vaste. Question sur le conseil politique, mais aussi sur le degré de priorité. Et peut-être que Mme Gridon voudra rebondir aussi. Sur les questions de réchauffement climatique. Et puis vous avez commencé même en disant, au fond, le projet politique européen, parce que vous disiez, l'Europe c'était la prospérité et la paix, ça l'est peut-être plus aujourd'hui. Alors là, je vais être un peu en désaccord avec vous, peut-être que ça va stimuler un peu la discussion. Je dirais plus que jamais, c'est la paix et la prospérité. Bien, quand même, la guerre en Ukraine, alors certes, je vais revenir après, si on a quelques minutes, mais on n'aurait pas eu, enfin, la réaction, l'unité européenne a été quand même, et le degré de réactivité de l'Union européenne a été quand même extrêmement impressionnant, je trouve. À partir du moment où, même juste avant, en fait, hein, quand ça commençait à déstabiliser sur les frontières biélorusses en 2021, etc., qu'il y avait, que les migrants étaient utilisés comme armes par les Biélorusses, qu'on voyait déjà que ça commençait à se tendre, l'Europe réagit plutôt vite et bien aux crises. J'aurais pas attendu un tel degré de réactivité et une telle unanimité des Européens sur un sujet comme celui-là. Prospérité plus que jamais aussi, parce que imaginez une crise de l'ampleur de celle de 2008, crise financière, sans l'euro, enfin, je veux dire, ça aurait été la catastrophe. On était tous la Grèce, quoi. Bon. Et encore aujourd'hui, quand ça turbule sur les marchés, et on voit d'ailleurs que l'euro commence à descendre un petit peu, pour un ensemble de raisons liées notamment à sa dépendance énergétique, ça tient quand même. Parce que à plusieurs, on est plus fort. Je le fais très simple, mais ça reste très vrai. Bon. Alors c'est sûr, on a quelques divergences, notamment parce que entre la France et l'Allemagne, deux pays importants, on a eu des politiques énergétiques, entre autres, qui ont été un peu différentes. Cela dit, personne n'est exempt de reproches et on a souvent des préjugés les uns sur les autres. J'explicite un petit peu. Souvent, on entend les parlementaires français dire, je me place de mon point de vue, c'est intéressant, je pense, de partager un peu l'expérience de l'Assemblée. Oh, ces Allemands, qu'est-ce qu'ils nous enquiquinent sur la défense, ils traînent des pieds, ils pensent pas comme nous, et puis sur l'énergie, c'est de leur faute si le prix d'énergie est cher, etc. Mais enfin, attendez quand même, je ne veux pas parler à la place de nos amis allemands, mais ce qui vous a été demandé, et le travail qu'a fait votre classe politique, et l'opinion allemande, en quelques mois, c'est quand même, de se tourner vers un modèle principalement fondé sur le gaz russe, vers un modèle différent, encore à définir, hein, ça bouge beaucoup, et tous les groupes parlementaires et politiques en Allemagne s'expriment sur la question et évoluent. 2, d'un modèle principalement tourné vers l'exportation vers la Chine, vers potentiellement un peu autre chose. Et 3, d'un État qui quand même, à qui on avait demandé d'ailleurs depuis 50 ou 60 ans, de pas trop en faire sur la défense. Parce qu'on se plaignait aussi parfois, nos Français, de dire « Oh, voyez les Allemands, ils sont riches, ils pourraient quand même prendre plus de leadership au plan géopolitique, en matière de défense, etc. » Et puis ils le font pas. Ben oui, sauf que quand même, le projet après 45-50, c'est quand même de keep the Germans down, hein, je veux dire. Voilà. Et donc, ben oui. Et là, il y a quand même un moment où les Allemands disent « On va mettre un fonds de défense de 100 milliards », ce qui est quand même une sorte de révolution copernicienne aussi dans l'esprit allemand. Il faut voir aussi comment tout ça évolue très très vite. Bon. Et donc, non, je pense que, alors là je parle de sujets un peu bilatéraux qui concernent deux nations importantes de l'Union européenne, c'est pas toute l'Union européenne, mais enfin, c'est assez exemplaire quand même.
Donc paix, prospérité, à mon avis, plus que jamais, et puis on voit quand même des États qui sont capables de s'adapter. Bon. Alors sur les questions de réchauffement climatique, de climat en général, il y aurait beaucoup de champs pour répondre à votre question. Est-ce qu'on oriente assez bien l'aide au développement? Parce que c'est aussi une des questions que vous posiez à travers l'aide au Sud. Est-ce que l'Union européenne, en tant qu'instance, enfin en tant qu'institution, pèse assez ou de manière assez coordonnée dans les négociations de climat, comme celle qui vient de se terminer au Caire? Est-ce que l'Union européenne oriente suffisamment ses politiques agricoles vers des politiques vertes, le greening de la PAC? Il y aurait beaucoup d'aspects. Je crois que le sujet est pleinement pris en compte. Simplement, le niveau de réponse ou d'ambition de chaque État membre n'est pas forcément le même. Sa réalité économique ou sociale ou sociétale non plus. Et donc, on trouve des compromis à 27-28. Voilà. Et vous sembliez dire que, j'essaie de suivre le fil de votre question, que globalement, il y avait une responsabilité quelque part de l'Union européenne ou des pays avancés vis-à-vis des pays tiers sur la question climatique, hein, donc dans le cas des négociations de l'accord de Paris, sur le fait que oui, nous devons compenser pour le fait que nous avons pollué plus historiquement. Alors, est-ce que tous les pays européens sont alignés sur la question? La réponse est non. Hein. Il y a des pays qui sont clairement contre cette approche et qui le disent, comme la Hongrie par exemple. Nous, c'est pas notre problème. Voilà, bon. Il y a des pays qui, dans l'approche philosophique ou politique, sont plutôt pour, comme la France, mais qui voient aussi l'enjeu budgétaire. Hein. Voilà, bon. Donc, il faut d'abord trouver un compromis européen et puis ensuite le défendre avec conviction au plan international. Je constate quand même qu'à l'ONU, que dans le cadre des négociations climatiques, accord de Paris, GIEC, dans le cadre même militaire et même OTAN en réalité, parce qu'il n'y a pas l'UE ne siège pas en tant que tel au sein de l'OTAN, mais on voit bien des États membres qui globalement prennent des positions assez partagées, souvent, pas surtout évidemment, mais de plus en plus. L'Union européenne pèse et plutôt quand même dans un très bon sens sur les deux questions que vous soulignez, et en particulier sur les questions climatiques. Si l'Union européenne n'était pas là, je pense que certaines convergences avec d'autres grands blocs, États-Unis, Chine, et même l'effet d'entraînement sur des pays qui, vous avez raison de le dire, n'ont pas été historiquement des grands pollueurs, mais qui aujourd'hui voient leur population augmenter et leur mode de vie évoluer, et avec ce mode de vie évidemment aussi une quantité de carbone émise par personne qui augmente, un effet d'entraînement qui est significatif. Voilà, significatif. Est-ce qu'il faut en faire plus? Oui, toujours. Après, c'est toujours une affaire de conviction, d'énergie et de présidence aussi de l'Union qui se succèdent et qui mettent plus ou moins l'accent sur ces questions. Je pense que la France n'a pas à rougir, mais qu'il y a encore beaucoup de travail et qu'on aimerait qu'effectivement tous les pays européens mettent au même niveau la question climatique. Je crois que Lisa avait également. Oui, voilà, je voulais juste deux petites choses. Bon, déjà, je tiens aussi à saluer bien sûr ce que vient de dire Monsieur Larsonneur au sujet du moteur franco-allemand. Je pense que c'est extrêmement important, notamment en période de crise. Voilà, de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a cette magnifique Union européenne. Et aussi, surtout, je pense qu'un mot-clé important ici, c'est la compréhension. Et pour cela, bien entendu, des colloques comme celui d'aujourd'hui sont très importants. Donc encore un grand merci aux organisateurs d'avoir rassemblé des intervenants des deux pays pour aller un pas de plus en fait dans la compréhension de l'autre. On a tous, malgré qu'on soit dans une union, des contextes historiques, géographiques et politiques différents. Et voilà, les comprendre aide beaucoup à créer ensemble. Je voulais juste, parce qu'on a évoqué la Commission européenne et ce qu'elle faisait, notamment avec les partenaires en Afrique ou de façon générale dans son agenda de politique extérieure. Il y a dans son discours sur
la situation, the State of the Union, vous m'excusez de le dire en anglais, je crois que ma traduction serait juste très mauvaise. Donc le discours de la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, en chaque septembre, et donc là en septembre dernier, évoquait un agenda ou un programme qui n'est pas forcément présent en fait pour tout un chacun, c'est le Global Gateway, dans lequel déjà des premiers résultats, notamment avec des partenaires africains, ce qui concerne la coopération au niveau technologique, notamment dans les technologies R&A, ont été communiqués. Et là, bien sûr, il en vient à nous, centre d'information, de communiquer aussi ses résultats, ses avancées et aussi ses intentions. C'est une intention, bien entendu, très très claire de la Commission de régir ses relations extérieures sous des valeurs comme la démocratie, le respect de l'environnement, la confiance, etc. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est très clair au niveau de la politique de la Commission et de ses coopérations avec au niveau global. Voilà, juste un mot très général à cet effet, comme la Commission avait été évoquée, le travail de la Commission. Madame. Bonjour à tous et merci. Donc moi j'appartiens à la Maison de l'Europe de Brest et j'interviens au niveau scolaire pour faire de la sensibilisation et de la formation sur l'Union européenne depuis le niveau scolaire primaire jusqu'au post-bac. Alors je suis désolée, j'ai pas pu venir ce matin et c'était plutôt cette table ronde qui m'aurait intéressée, mais j'étais indisponible. Donc ma question portera sur les médias. Donc j'ai pu constater à tous les niveaux, de scolaire jusqu'en DUT, qu'il y a assez peu de connaissances, bien sûr, de l'Union européenne chez ses publics, même si c'est au programme, et ça dépend essentiellement de l'application des enseignants. Et ça, je suppose que vous avez dû en parler, parce qu'il y a très très peu d'informations dans les médias, dans l'audiovisuel en particulier, à part la chaîne Arte, qui en parle un petit peu, mais on n'a pratiquement plus de programme d'information ou de sensibilisation à l'Union européenne. Et la deuxième partie, je vous remercie d'avoir parlé de compréhension. La compréhension, ça passe souvent par rapport à la langue. Et la situation des langues étrangères en France, on sait bien qu'on n'est pas très bon, bien qu'il y en ait maintenant dès la primaire, mais c'est encore pas terrible. Or, à ce niveau-là, on voit que les pays nordiques en particulier ont une politique dans les médias de faire de la version originale sous-titrée, mais très peu d'émissions doublées. Or, dans nos médias à nous, eh bien, il y a très très peu de films, de séries qui passent en version originale, alors que ça serait un moyen important de sensibiliser à la fois l'oreille et les jeunes aux langues. Alors, petite parenthèse, l'année dernière, à peu près à cette époque-ci, j'ai fait une intervention en IUT à Brest, et c'est dans le cadre de la Semaine de l'International, et j'ai commencé mon intervention en disant bonjour dans un certain nombre de langues que je connaissais, et puis j'ai commencé en anglais. Panique des jeunes en post-bac. Donc c'était quand même pas très compliqué. 5 minutes en anglais, j'avais perdu 90% de l'auditoire. Donc effectivement, c'est triste qu'au niveau post-bac, on n'ait pas cette fluence, pardonnez-moi ce néologisme, dans une langue étrangère. Et je pense que les médias ont un grand rôle à faire là-dessus. Par exemple aussi, le 9 mai, qui est une date importante, est très peu connu. Tous ces symboles européens, très peu connus. On n'en parle pas suffisamment, je pense, dans les médias, donc je suppose qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Je vous remercie. Alors on a évoqué, oui, je vais vous donner la parole, mais comme je suis la seule représentante des médias, je me permets juste de répondre un peu à la question, qui a été beaucoup évoquée ce matin avec notamment Pascal Verdeau. Et c'est vrai que, mais j'en profite pour rebondir et poser la question, peut-être d'abord à Monsieur Larsonneur et puis après à vous. Pascal Verdeau nous disait ce matin, donc il part à la retraite. Il y avait donc 2 postes de correspondant de France Télévisions à Bruxelles.
Et la direction générale, enfin on va dire la présidence, c'est quand même beaucoup plus clair, a décidé de supprimer le poste de Pascal Verdeau. Donc il n'y aura plus qu'une seule personne pour traiter à la fois l'information européenne, mais aussi l'information belge, s'il y a un attentat ou autre chose, donc pour une seule personne. Alors que dans toutes les chaînes allemandes, ils sont beaucoup plus nombreux. En plus, ils vont, alors que le correspondant qui est là actuellement n'a que 2 ans d'ancienneté à Bruxelles et commence tout juste à comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est quand même complexe, eh bien, il va être remplacé probablement par l'actuelle correspondante à Washington, en gros, même pas un an avant les élections européennes. De même que, autre point, il y a un article 16 dans les statuts de France Télévisions qui dit qu'il doit y avoir impérativement de l'Europe à tous les journaux. Ce n'est absolument pas respecté. Que fait... Non, mais oui, enfin, sauf qu'il y a la commission des affaires culturelles et la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale qui ne font pas respecter la loi. Qui ne font pas respecter la loi. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, d'abord, sur le constat, une espèce de cercle vicieux qui est bien décrit parce que les uns et les autres, vous avez dit, ne parlent pas très bien les langues étrangères. On ne regarde pas forcément beaucoup outre-Rhin ce qui se passe. D'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir que beaucoup de pays... J'étais à Madrid l'autre jour. À Madrid, l'actualité française est extrêmement couverte. On s'intéresse à tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, autant qu'en France, presque. Mais alors, est-ce qu'on s'intéresse, nous, à ce qui se passe à l'Assemblée espagnole ? Un petit peu plus qu'avant, mais malgré tout, Ouais. pas du tout. Par Pas- rapport pas à beaucoup. un peu plus Le qu'avant. franco-allemand, c'est un peu à part, notamment quand il y a des secteurs énergétiques, de défense, etc. Et heureusement, bon. Mais quand même, ça a été dit, on a quelque part que Arte, d'abord. Et ensuite, sur les médias de grande écoute, enfin les heures de grande écoute et les grands médias, notamment les journaux télévisés, c'est très très faible de la part de l'européen. C'est très très faible. Bon. Et ça n'évolue guère. Ça, c'est ce qui m'a surpris. Parce que, enfin, moi qui ai grandi dans les années 90, chute du mur, j'imaginais à l'époque, j'étais jeune, mais j'imaginais un peu naïvement sans doute que, assez naturellement, finalement, dans l'esprit un peu des pères fondateurs d'une Europe qui, de manière fonctionnelle, allait percoler et diffuser, en 2022, au moment où on se parle, nous aurions des grands médias qui parleraient un peu de l'actualité, d'abord d'une commission européenne peut-être plus forte, ou d'un quasi-gouvernement européen. J'étais un peu fédéraliste dans l'âme, mais je suis toujours un petit peu. Et ensuite, qu'en effet, on parlera un peu plus des autres pays européens. Non, mais ça Bon. n'évolue pas guère, ça régresse. Et alors, je vais vous Parce que- dire, mon impression depuis quelques années, c'est que ça régresse. Ouais. Sauf la couverture des élections européennes, sauf la couverture... Et encore, Si. mais sous un prisme français. C'est-à-dire qu'on suit les élections. Non. Là, il y a un vrai progrès. De même que Mm. Pascal Verdeau disait ce matin que pour la première fois, France Info Télé avait Relayé, relayé, suivi. voilà, Ouais. le discours sur l'état de l'Union de Ursula Correct. von der Leyen, ce qui était, on s'est battu Mm. pendant de longues années. Ça régresse. Pourquoi je dis que ça régresse ? Parce que, par exemple, France 3, quand il y avait encore un journal national, avait interdiction de parler de l'Europe parce que, m'avait-on dit, l'Europe, c'est de l'international et France 3, c'est les régions. Mm. Ce qui montre quand même une ignorance crasse de la part de l'élite qui est censée fonctionner, enfin, de la censée élite qui fait fonctionner France Télévisions, de ne pas savoir que l'Europe et les régions sont intimement liées. On l'a dit tout le temps. Ouais, et puis peut-être que ça vend pas non plus. Enfin, j'ai envie de voir Bien ça. sûr que si. Moi, je vois bien, puisque j'ai été longtemps Madame Europe, Mm. que je suis agressée même dans les supermarchés pour essayer d'expliquer. On me demande comment Je ça pense fonctionne, qu'en Bretagne, etc. parler d'Europe et de régions, ça marche. Peut-être des régions en France, ça marche moins bien. Mais enfin, Si, même Languedoc-Roussillon, qui n'est pas Mm. du tout, franchement, l'agression est un petit peu plus violente. Mais donc, on en admettons parle qu'il y ait énormément. une appétence du coup, de la part du public et que le sujet ne soit absolument pas là, supposons que ce soit ça, ça supposerait donc que les directions de programme, typiquement, choisissent ou fassent une orientation assez peu européenne. Donc, la question que vous posiez, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Oui. Alors, on peut imposer des minutes, on peut imposer des temps de diffusion sur des sujets.
C'est exactement ce qu'on fait typiquement avec la chanson française sur les radios, par exemple. Oui, ou avec l'environnement aussi maintenant. Mais Voilà. non, Donc, globalement, la c'est la solution... liberté éditoriale. Ah, voilà. C'est ça qu'on répond. Et- Non, mais vous pouvez sanctionner, puisque l'article 16 existe dans les statuts, et de même que dans le contrat d'objectifs et de moyens, vous pouvez imposer l'existence sans avoir un quota, sans avoir tout ça. Et s'il n'y a pas d'existence, constatez, parce que notamment le mouvement européen a fait une très bonne étude il y a un an sur ça, qui montre qu'il n'y en a pas, eh bien on sanctionne. Donc dans ce cas-là, hein, je suppose, il faudrait que je regarde le mécanisme de près, mais que c'est l'État qui sanctionne la chaîne en question, Oui. le diffuseur en question, en disant voilà, le contenu européen que vous avez le devoir, enfin, que vous êtes, vous avez l'obligation que vous avez l'obligation de diffuser du fait de la loi n'est pas respecté, et par conséquent vous êtes en infraction avec la loi, et donc amende ou injonction de faire sous peine d'amende. Bon. Ce que pourrait faire le Parlement à cet égard, puisque vous posiez la question de la Commission des affaires culturelles, par exemple, ou de la Commission des affaires européennes, c'est des missions d'information pour souligner à quel point le sujet n'est pas traité dans tel ou tel média. C'est des résolutions, ça concerne tout le Parlement, de ce point de vue, pour dire au gouvernement, attendez, enfin aux chaînes et au gouvernement, on n'en fait pas assez. Donc ça, c'est plutôt des éléments d'appel. Le Parlement n'est pas en mesure de sanctionner lui-même, évidemment, mais peut appeler le gouvernement à le faire, tout à fait. Et donc c'est sans doute un sujet sur lequel l'Assemblée nationale comme le Sénat pourrait être plus actif. Je note quand même, enfin je constate, c'est plutôt un regret qu'autre chose, que pas grand monde ici, dans le Finistère en tout cas, ma permanence parlementaire vient parler de plein de choses, hein, rassurez-vous, mais on me dit rarement, dites donc ça parle pas assez d'Europe, monsieur le député, ça parle pas assez d'Europe à la télé, ou ça parle pas assez d'Europe dans les médias. Non mais, et en fait, je trouve qu'il y a un glissement en fait qui passe relativement inaperçu. Vous avez bien raison dans le cadre de cette conférence de le souligner, mais que c'est une espèce comme ça de glissement un peu imperceptible, et que même si certains sujets sont mieux couverts, vous l'avez dit, comme les élections européennes, au moins sous l'angle politique, mais derrière on ne s'intéresse pas beaucoup aux politiques publiques de l'Union européenne, quoi, au projet de la Commission. Ça paraît très abstrait, très lointain, et puis voilà. On s'éloigne un petit peu de la question sur les langues, mais tout ça va un peu de pair. Voilà, je vais peut-être passer la parole à ma gauche. Merci. Juste pour vous répondre, parce qu'effectivement vous identifiez deux problèmes. Il y a l'information sur l'Europe, et il y a la pratique d'une langue étrangère, pas nécessairement l'anglais d'ailleurs, mais d'une langue étrangère. Juste pour promouvoir aussi, encore une fois, notre université européenne, mais en quelques mots. Donc, dans le cas de CU, c'est aussi tout l'intérêt de ce travail-là. Il y a cette volonté de développer, bien évidemment, les formations, comme je disais tout à l'heure, en langue étrangère, donc avec la possibilité de recourir à des enseignants étrangers, ou même des mobilités assez courtes. L'enseignant vient en France et va dispenser son cours dans sa langue, ou en anglais, hein, puisque quand même, il faut quand même souligner que c'est plutôt en anglais que les cours vont être réalisés. Ou inversement, encore une fois, la possibilité pour les étudiants d'aller suivre des cours à l'étranger dans une autre langue. Une initiative donc à Brest, hein, dans le cadre de CIU. Donc on a créé un cours qui va être dispensé donc, aux 5000 étudiants de première année. Et c'est assez intéressant puisque à travers des montages vidéo, ça sera en ligne, hein, puisque 5000 étudiants, c'est quand même un public important sur un semestre. Donc avec un travail de montage vidéo, de PowerPoint animé, de débat vidéo, eh bien, les étudiants auront un certain nombre accès à de l'information, notamment bien à tout ce qui est citoyenneté européenne. Alors ils auront accès à des informations sur les partenaires, sur du développement durable, et aussi tout un aspect citoyenneté européenne qui nous intéressait aujourd'hui. Et donc ils vont avoir un certain nombre de captations justement sur ces éléments-là. Qu'est-ce qu'être citoyen européen, notamment avec une vidéo entre deux collègues publicistes, Sylvie Salle et Jean-Jacques Urvoas, donc qui vont présenter ces questions-là. On va avoir tout un aspect aussi sur les aspects justice et juridique, plus largement, sur la construction européenne. Donc, en tout cas, différents aspects, et également le partenaire allemand, donc Kiel, nous a fait une vidéo sur les langues et la culture. Et donc, avec une volonté, là aussi, d'appréhender la culture au niveau de l'Union européenne, et pas uniquement la culture allemande, la culture française, mais beaucoup plus largement, bien nos différentes cultures. Donc il y a quand même un travail, y compris à l'université, et j'évoque pas ce qui peut se passer dans les autres cours et autres. Par rapport à l'anglais spécifiquement, je le souligne parce qu'aujourd'hui, pour obtenir un diplôme de master, alors
il y a déjà une première chose, c'est que les étudiants ont nécessairement des cours donc, de langue étrangère, plutôt l'anglais, donc encore une fois plutôt en licence, mais avec la possibilité éventuellement d'avoir d'autres langues étrangères. Hein. On propose un grand nombre de choix de langues étrangères dans les universités, mais ont des cours et doivent assister à ces cours, ont des notations, c'est des cours en TD. Et pour obtenir un diplôme d'un master, aujourd'hui c'est une obligation d'avoir validé la langue étrangère, ce qui n'était pas le cas avant, hein, voire même il y a quelques années. Je pense qu'il y a de cela 10 ans, on pouvait obtenir un master sans avoir fait du tout d'anglais dans le supérieur. On n'avait pas du tout de cours. Donc il y a quand même une bascule totale, c'est qu'avant il n'y avait pas d'anglais et pas de langue étrangère. Aujourd'hui, pour avoir un diplôme de master, il faut valider la langue étrangère. Ça, c'est un point important. Et sur l'information européenne, alors, c'est pas en lien avec l'université, pour le coup, c'est juste une réflexion personnelle. Vous avez beaucoup pris les exemples et vous avez raccroché, mais ce qui me semble tout à fait logique, aux médias traditionnels. Je m'interrogerais juste, étant en contact bien permanent avec un public très jeune, eux, aujourd'hui, c'est les médias réseaux sociaux. Et je pense qu'ils ont un accès à une information qui est beaucoup plus importante. Je pense que ils accèdent aussi à une information dont... Alors, il y a toujours ces difficultés. Est-ce que c'est une bonne information? Dans quelle mesure ils ont une mauvaise information? Et c'est tout le débat sur les fake news. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les jeunes accèdent, et quand ils souhaitent, ils accèdent à une masse d'informations importantes. On peut aussi leur faire confiance sur le fait de chercher l'information lorsque ça les intéresse et trouver la bonne information. Aujourd'hui, toutes les grandes agences, toutes les grandes institutions, que ce soit la Commission, commencer par la Commission européenne, qui a son site et qui a toutes les versions nationales, puisqu'il y a aussi la version du site donc français de la Commission européenne, etc. Et je ne cite que cette institution-là. Je pense que les jeunes peuvent éventuellement aussi avoir accès à toute cette information, pas que les jeunes d'ailleurs, mais on a tout un accès aujourd'hui. Je pense qu'il y a tout un travail peut-être à faire aussi avec les réseaux sociaux. On en a parlé lors de la table ronde précédente. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui me disent qu'on ne savait pas, on ne nous informe pas, sont des gens que, par provocation, je qualifierais un peu de paresseux, parce que tout est sur Internet, hein, que ce soit effectivement du digest avec un podcast, etc., ou alors les éléments bruts qu'on trouve. Toutes les institutions européennes mettent quasiment tout sur la table. Donc tout est abordable. Un petit mot, Jean-Charles, je ne sais pas où elle est. Oui, je me permets de... Alors, je vous signale qu'on est en train de déborder... Attendez, on est en train de déborder l'horaire, ça ne vous gêne pas? Ah, pardon. Oui. Merci de me donner la parole. Graziella Melchior, je suis la députée de la circonscription et je remercie Emmanuel de m'avoir invitée. Donc, vous parliez de la commission des affaires culturelles. Alors, je me sens un peu concernée parce que j'ai fait un mandat pendant 5 ans aux affaires économiques. Depuis juin, je suis à la commission des affaires culturelles et éducation. Et donc, je suis un peu concernée. Voilà, donc je voulais vous signaler ma présence et vous demander, puisque là, c'est peut-être pas le lieu, mais en tout cas, moi, je demande qu'à vous rencontrer parce que, effectivement, pendant nos auditions, je n'ai pas senti de prisme particulier sur l'Europe, alors qu'il existe une délégation des droits des femmes à laquelle j'appartiens, et souvent ça amène des questions justement dans les auditions, qu'elles soient de culture ou d'éducation, à orienter, ou à poser des questions sous le prisme du droit des femmes, par exemple, ou de la place des femmes dans les médias ou autres, ou dans l'éducation. Et donc on pourrait très bien imaginer que je sois, alors, modestement, avec humilité, mais un peu un porte-parole parce que je ne suis pas sûre que le prisme Europe soit porté. Je peux éventuellement vous rencontrer ou quelqu'un que vous m'indiquerez, soit à Paris, soit ici, pour que nous puissions avancer sur le sujet, ou en tout cas peut-être rappeler que l'Europe existe et doit être présente. Et j'ai bien noté l'article 16 et j'irai voir ce qu'il prévoit et ce en quoi on peut protester s'il n'est pas effectivement mis en place. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je viendrai vous voir après le... Donc vous vouliez rajouter un petit mot, ce sera le mot de la fin. Marie-Laure, peut-être le micro? Non, le micro. Et je crois que Lisa voudrait dire aussi un mot, si vous pouvez conclure. C'était juste pour poursuivre sur la question précédente, donc très court. Non, on va laisser le mot de la fin plutôt à Lisa qui est là, voilà. Non, c'était simplement sur l'aspect média et question du sous-titrage, en fait, qui revient souvent pour le coup dans le débat politique, qui est en effet relativement une exception française, enfin pas que, il y a beaucoup de
grands pays, ou en tout cas qui se considèrent comme tels, ou qui ont une langue à dimension internationale, qui sont un peu réticents, souvent, à ne pas faire de doublage. Bon. Bon, la France est un cas un peu particulier. À plusieurs reprises dans le débat politique, s'est posé la question de savoir si, par exemple, pour améliorer le niveau linguistique, il fallait interdire le doublage et sous-titrage, enfin, pardon, interdire le doublage en français, pour être précis, et donc avoir plutôt des films sous-titrés en langue originale. Et ça vient toujours un peu percuter l'idée que il faut un accès de la culture au plus grand nombre en langue française, et au fond l'idée de la francophonie, quoi. Il y a toujours un peu ça en arrière-plan pour la France. Je le constate, c'est juste simplement un constat que je fais. Et donc ça prend rarement. Voilà. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, c'est bien le cinéma. Il y a comme une offre, alors ça dépend évidemment où on se trouve en France, mais qui est souvent disponible en VO d'abord. Et ensuite, comme tu le disais tout à l'heure, l'essentiel quand même des contenus, regardez aujourd'hui, c'est pas tellement le cinéma, c'est pas forcément les programmes poussés via des chaînes, des chaînes diffusées à la télévision au sens classique, c'est plutôt les contenus internet. Voilà. Et là, on peut vraiment trouver ce qu'on veut pour le coup, et en toutes les langues. Bon. Et sur Netflix, qui est quand même, en effet, c'est pas du placement de produit, mais c'est quand même là que l'essentiel des Français regardent l'essentiel des contenus culturels. Vous pouvez surtout tout choisir. Oui. Vous avez un menu qui permet de choisir une multiplicité de langues, et même de regarder une production espagnole en finlandais, si ça vous, enfin, en finnois si ça vous tente. Voilà. Voilà, en finnois si ça vous tente. Et sans aucun problème. Donc là, le problème en revanche, c'est que c'est pas poussé c'est pas imposé, c'est pas réglementaire. Il n'y a pas vraiment de prise du politique ou sur la question. C'est vraiment une question de choix individuel, mais il est total. Voilà. Et donc ça met l'individu face à sa responsabilité de choisir ou pas de s'éduquer quelque part en langue étrangère. Bon, là voilà où on en est aujourd'hui. Lisa, je vous laisse juste le mot de la fin. Alors, je voulais en fait surtout réagir aux deux points qui ont été énoncés, la discussion sur les langues, les médias. Alors peut-être là sur les langues, en effet, c'est quelque chose, je peux parler pour notre expérience hambourgeoise. En tant que Europe Direct à Hambourg, nous devons de faire des formats en allemand, puisque ceux-ci sont pour les hambourgeois et les hambourgeoises. Et donc, c'est très intéressant aussi pour moi, bien entendu, de toujours avoir ça en tête, que l'anglais n'est en fait pas une option. Et on a eu des formats intéressants, comme par exemple un groupe de jeunes d'Italie qui ont rencontré un groupe de jeunes allemands et aucun ne parlait la langue de l'autre. Et voilà, nous avons quand même réussi à instaurer une autre forme de communication au-delà des mots. Donc ça, je voulais le partager avec vous. Je voulais aussi évoquer au niveau des langues la plateforme digitale dans le cadre de la conférence sur le futur de l'Europe, qui était quand même disponible dans 27 langues. Et je crois qu'au niveau des institutions, du travail des institutions, justement, c'est une première qui vaut à être saluée, je trouve. Et sinon, au niveau de notre expérience à Hambourg avec les médias, donc je confirme que c'est très difficile de placer des contenus européens ou des informations européennes sur l'Europe dans les médias même locaux. Donc on essaye toujours de lier ça avec des histoires plus personnelles en fait, et de construire des narratifs autour de ça. Et l'enveloppe, si vous voulez, est européenne, mais donc sinon on essaye par nos propres biais. Donc je parlais de la newsletter avant, ça étonne toujours les gens de voir qu'en fait notre newsletter qui reprend des informations européennes, des informations institutionnelles et ce qui se passe en rapport avec l'Europe sur Hambourg, qui est quand même très bien reçu. Donc ça, c'est assez amusant aussi. Tout le monde est toujours très amusé, mais est étonné de cela. Mais cette newsletter est vraiment lue. Donc, ce qui veut dire qu'au final, les contenus européens doivent quand même intéresser les gens. Et ça aussi, encore pour reprendre la conférence sur le futur de l'Europe, c'est un des résultats qui en est ressorti, c'est que les gens souhaitent plus d'Europe.
Merci. Ça, c'est très joli fin. Je ne sais pas si Emmanuel voulait dire, remercier, ou je ne sais pas, conclure. Merci, sûrement. Merci. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce premier colloque du CECI sur le territoire métropolitain brestois et à Kipava en particulier. Bien évidemment, des remerciements. Alors, je ne vais pas énumérer tous ceux que j'ai cités ce matin, mais merci à nos intervenants, à ceux qui ont accepté de venir. Certains viennent de très loin. Je crois que vous battez tous les records en venant du Caire. Hein, c'est pas mal. Merci à nos intervenants aussi, et puis surtout nos partenaires. Je pense à Lisa qui s'est retrouvée stoppée dans son élan pour nous rejoindre du côté de Hambourg. Merci d'avoir été là cet après-midi, comme ont pu l'être Benjamin, Turc ce matin, pour le Fonds citoyen franco-allemand que je remercie particulièrement. Vous avez compris que le Fonds citoyen franco-allemand a été une organisation bilatérale en quelque sorte qui s'associe particulièrement à des initiatives sur le franco-allemand, mais au travers de notre initiative, il y avait aussi tout ce volet de développement de la citoyenneté européenne, du sentiment d'appartenance, et en ce moment, en ce contexte particulièrement difficile, un sentiment de confiance qui est nécessaire chez nos concitoyens vis-à-vis de la dimension européenne. Je crois que c'est Jean-Charles qui disait tout à l'heure, à un moment ou à un autre, que l'on ne pouvait pas être seul et que l'on pouvait avancer bien plus facilement si l'on était nombreux. Eh bien oui, c'est une réalité, je crois que c'est une prise de conscience. En tout cas, depuis ce matin, nous avons couvert un champ assez large. Nous avons commencé par l'école. Nous nous sommes posé les questions de l'éducation, de l'enseignement, voire même de l'instruction, de la chose européenne, de manière, et je cite encore un intervenant, à préparer de futurs citoyens européens capables ou susceptibles d'apporter à la compétitivité de nos pays, de l'Union européenne, dans un contexte international eh bien, assez turbulent. Nous avons glissé cet après-midi vers l'université, l'enseignement supérieur. Là encore, une autre façon de préparer des citoyens actifs, compétents, formés. Petite chose, chers professeurs, n'oubliez pas, parce qu'on a souvent tendance à résoudre les choses à la question du droit et du juridique dans les affaires européennes. N'oubliez pas qu'il y a une dimension sociologique et anthropologique que nous souhaitons au CECI développer. C'est d'ailleurs le cœur de notre métier. Et puis, nous avons parlé médias, nous avons parlé associations à vocation européenne. Intervention très remarquée de Pascal Verdeau, et puis les interrogations sans complaisance de Véronique vis-à-vis des intervenants, mais après tout, c'était ce que nous souhaitions. Hein, et nous sommes ici pour échanger, pour parler directement, clairement, et en toute transparence. Je crois d'ailleurs que le choix des intervenants ont pu le prouver. Nous avons parlé des associations à vocation européenne, nous avons parlé des jumelages. Le jumelage comme étant, peut-être si on doit retenir quelque chose, le lieu finalement de la transmission, ou un des lieux de la transmission de ce sentiment d'appartenance ou de cette citoyenneté européenne, ce qui compose cette citoyenneté européenne. On a eu la chance d'avoir le président de la Fédération des Maisons de l'Europe qui nous a rejoints, et puis nous avons compris les uns les autres que parfois il fallait dépoussiérer certaines de nos associations. Cet après-midi, nous avons, et merci chers députés, merci Jean-Charles, d'avoir accepté de venir parler de cette responsabilité des institutions, hein, puisque c'était ce que nous souhaitions aborder. Merci à Madame la députée Graziella, merci d'avoir pu nous rejoindre. Je crois qu'on va continuer à parler, hein, parce que ici ou là-bas, tu dis, mais je pense que ce sera ici, hein, et dans les temps qui viennent. Nous avons besoin aussi de cette proximité avec nos représentants. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas être plus long. Je crois que nous avons eu une bonne journée. Elle était riche. J'ai eu beaucoup de plaisir.
J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer aussi nos intervenants. Je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Et je crois que les uns et les autres ici, nous pouvons prévoir du contact. Vous avez compris aussi, je crois, je l'ai dit ce matin, que nos associations, et là je m'adresse aux parlementaires, nos associations ne bénéficient pas de subventions, ni de l'État, ni des institutions européennes, ni des collectivités territoriales. Et donc, voilà, c'est un appel qui est lancé. Entre parenthèses, vous trouverez dans vos pochettes un bulletin de soutien ou d'adhésion, et si vous avez quelques piécettes, il y a une petite urne ici à la sortie qui vous permettra de vous délester, si vous n'en avez pas besoin, pour demain matin. Merci Véronique. Merci Véronique pour ce travail de longue haleine, parce que ça fait un moment qu'on travaille sur le colloque, et puis aujourd'hui ça a été dynamique et particulièrement bien mené. Merci encore. Merci d'être venu. Je renouvelle mes remerciements les plus sincères à la SNCF, hein, parce que franchement, on a flippé. On a flippé. Les 2 derniers jours ont été très très difficiles pour nous, et de crainte de voir personne arriver juste à nous. Mais si, quand on veut, avec le CECI, on peut. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à vous et à bientôt. Merci beaucoup.